C'est quoi la première blague que t'as faite? Tu savais faire la planchette japonaise? Qu'est-ce qui est le plus grave, l'esclavage ou la Shoah? Est-ce que les cheveux des autres te rendent triste? Est-ce que tu roulais des pelles, les palos? Est-ce que le nazisme peut influer sur ton zizi? What? Bonjour et bienvenue dans Small Talk. Small Talk, le principe c'est assez simple, c'est je reçois quelqu'un de connu, par exemple toi Eric Judor. La chance. Voilà, et on parle de tout sauf de ce pourquoi tu es connu. Okay. D'accord, très bien. Tout sauf ça. Alors après, les gens, tu dis des trucs. Non, tu vois. ça m'intéresse pas. Voilà. Non, alors, je suis en tournage de la saison 2 de Weekend Family, mais vas-y, viens, on parle de... Voilà, très bien, nickel. Ça, sur Disney+. T'as Disney+? J'ai pas Disney+. Aïe. Mais ça va augmenter le prix, il paraît que c'est... Ouais, ça cartonne, hein, ouais. c'est en train de manger Netflix. Bref, ouais. On n'est pas là pour parler de on n'est pas là pour parler Allez, de ça. zou. Nouveau setup, d'ailleurs, pour le podcast. On s'en fout que tu bégayes. Non, c'est une vraie question. Vas-y, on dit on s'en fout. Vas-y, on dit on s'en fout. Nouveau setup sur... Toi, tu dis Viteuf ou Viteuf? Moi, je dis Viteuf, mais tu viens de me dire hors micro avant que c'était une connerie. Et t'as un putain d'argument qui est que tu dis c'est fait ou c'est feu? Bah oui. Et bah tu dis c'est fait. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, je vais changer parce que dès que j'ai tort, moi je change. Je suis comme ça. Bah c'est bien. En plus, nouveau setup du podcast. On est maintenant devant dans la cafétéria de Combini où il y a les vrais gens de Combini qui peuvent venir boire du café, manger des trucs ici. Parce que sinon c'est dans le studio tout petit, c'est nul. Donc maintenant c'est ici. On est plus à l'aise. Toi t'as pas connu l'autre époque? Non mais c'est juste, je me dis à une époque je faisais Drucker. Des vrais studios et tout ça, et maintenant bon voilà. Voilà, un podcast. Des appareils photo, des gens qui se baladent dans une cafette. Mais attends, il y a quand même un caméraman par caméra. ce qui est quand même, c'est quand même chic. C'est quand même un peu la moindre des choses, non? Des fois, il y en a un seul qui court. Il y en a un seul qui court. Ah ouais? Ok. Donc, tu es né à Meaux. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur Meaux qui provoque chez l'auditeur un désir de Meaux? Alors, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc, les souvenirs qui me restent de cette période, donc ce serait de 0 à 3 et demi, quoi. Ouais. Parce que le temps qu'on fasse les cartons, tout ça, on a 6 mois de déménagement. Donc, disons que de 0 ans à 3 ans et 10 mois, les quelques souvenirs qui me restent sont... Il y a donc une cité militaire. Ouais. Donc ça, si ça peut séduire. Certains bien sûr, rêvent d'ordre, certains ouais. rêvent d'une vie rangée, tout ça. Donc ça, Meaux, c'est bien pour ça. Donc hop, pour ça, c'est bien. Il y a un canal dans lequel j'ai failli me noyer. Oui. Donc attention, si vous ne savez pas nager. En revanche, si vous savez nager, tac. Canal de Meaux, attrait, désir. Voilà. Puis il y a un nom drôle de l'habitant de Meaux. C'est le Meldois. Ah mais ça, c'est très bien. Donc pour celui qui aime l'humour, qui aime l'humour, être à Meaux, c'est parfait. Voilà. 3 atouts principaux. Seine-et-Marne, désir plus généralement le département. T'adhères au département de la Seine-et-Marne? J'avais aucun désir. Hein. Je suis né là. C'est mes parents qui avaient décidé. Moi, rares sont les enfants à 2 ans qui décident du choix où habiter. Écoute, Meaux, mais bon, faut voir que le prix du pavillonnaire est quand même assez élevé. Je connais très peu d'enfants. Et ensuite, Montigny, le Bretonneux. Ville Nouvelle. Donc, plein de petits pavillons à l'américaine, mais classe moyenne, bourgeoisie moyenne. Pas riche, pas pauvre. On a assez à manger, on se chauffe à plus de 19 degrés, tu vois. Et le Bretonneux, c'est quoi le... Alors là, il faudrait remonter vraiment dans l'histoire de France, je pense. Et là, pour le coup, j'ai aucune info. Oui, ça vient pas dire. Mais alors, ville qui était archi construite, en tout cas dans mes 20 ans, ma jeunesse, autour du sport. Donc plein de structures pour faire du baseball, pour faire du tennis, du basket, du foot, tout ça. Si t'étais pas un jeune sportif, je pense que tu pouvais vite te faire chier. Tu es d'origine moitié guadeloupéenne, moitié autrichienne. Et ça, c'est drôle. Un problème d'identité. C'est drôle. Dès le départ, Plus Meldois, tu rajoutes. Ça fait quand même déjà pas mal d'atouts pour se lancer dans ce métier. Et du coup, t'es pas seulement d'origine autrichienne, tu parles allemand de ouf. C'est ma langue maternelle. Hein. Mais genre frontalement, quoi. Genre, tu parles allemand, quoi. On peut parler aussi sur le côté en allemand, mais effectivement, à ma mère, je parlais plutôt frontalement. Je parle allemand avec mes frères et sœurs. Parce qu'ils parlent plus allemand que français, eux? Parce que ça serait pas naturel pour nous de se parler en français. On s'est toujours parlé en allemand.
Donc ça a toujours choqué quand on allait en Autriche. Il y avait des Autrichiens qui parlaient sur nous quand on était enfants. Et nous, on comprenait, on leur répondait et ils flippaient sur nous, quoi. Ils disaient, bizarre, des métèques qui... Ouais, ça faisait flipper. Je suis un peu jaloux de ça parce que moi, ça fait très longtemps que j'essaye d'apprendre l'allemand. Ah ouais. Et j'arrive pas. Et tous les quelques années, je m'y remets. En ce moment, je m'y suis remis. Parce que vous, les Suisses, vous avez le mais je suis même pas suisse. J'ai juste un rapport un peu proche à la Suisse, mais je suis même pas suisse. J'essaye d'apprendre l'allemand. Le scander partout. Ben oui, parce que je joue un personnage. Et t'as un physique un peu suisse. C'est vrai. Je sais pas si c'est très gentil. Non, si, c'est stylé, c'est neutre. C'est neutre, ouais. Mais relou aussi. Pas super beau, pas super moche, normal. Non, je me trompe. C'est un physique. Pour moi, si on me dit c'est quoi un Suisse? Ben, je suis moitié portugais et par ailleurs je suis juif. Ce qui est drôle aussi. Ah ouais? C'est marrant, tu vois, c'est un peu comme Guadeloupéen, Autrichien. Ça peut. Faut qu'ils rendent l'argent quand même. Oui. Non? Je crois. Oui. Je leur dis, mon or, il est où? Mais t'habites là-bas ou pas? Mais non, j'y vais des fois et je tourne des trucs. Après, je reviens. Mais comment ça se fait que tu veux tourner? Les Suisses, ils m'ont dit à la télé suisse, ils m'ont dit, on aime bien ce que tu fais. Tu veux pas venir faire des trucs sur la Suisse? Ouais. J'ai dit ok, voilà. Mais si ça avait été, je sais pas, l'Autriche, je serais allé, tu vois. Voilà. En ce moment, je suis en train d'essayer d'apprendre l'allemand encore une fois. J'ai une prof. Tu te donnes une dernière chance. Une dernière chance. Alors, j'apprends des phrases de la Deutsche Welle, qui est l'équivalent de RFI en Allemagne, par cœur. Okay. J'essaie de les faire. Et aussi, je fais des contrôles. Je t'ai ramené un contrôle. J'ai une prof, elle n'a pas encore fini de le corriger. C'est les déclinaisons ici. Et là, il y a une page à la fin où j'ai fait c'est des phrases à traduire en allemand. Est-ce que tu peux me dire si j'ai bon, par exemple, à celle que tu vois ici, là? Tu peux les lire la phrase en français et ensuite en allemand. Ein lustiges Mädchen schreibt dem bösen Mann einen langen Brief. Une jeune fille marrante écrit une longue lettre à un méchant monsieur. Oui. Et mes déclinaisons, elles sont bonnes, tout ça? Oui, très bien. Ouais, parfait. Mon allemand a été validé par toi. Parfait. Ça veut dire quelque chose pour moi. Cette phrase Elle te parle? Non, ça veut dire que moi, ça me touche que tu aies validé, que tu aies validé mon allemand. Quoi. Mais tu prends des cours d'allemand? Mais oui. Mais t'as quel âge? Mais je suis beaucoup trop tard pour prendre un cours d'allemand. Quoi. Mais non, et en plus c'est pour le fun, ça ne me sert à rien parce que moi j'ai mes frères et sœurs, ils parlent pas allemand, tu vois. C'est fou ça. Ouais, parce que ma femme, elle a appris l'allemand juste pour intégrer la belle famille. C'est balèze. Ça c'est trop. Ça c'est de l'amour. Ça c'est trop sympa. Et moi j'ai même pas de. Et là, elle a appris à faire des pâtes au thon. J'adore. C'est allemand ça? C'est italien. C'est un bouquin de recettes italiennes. Et elle nous a fait des pâtes au thon de FDP. Franchement, hyper bonne et tout, à l'italienne. Oui. Je te montre. Mais t'as une photo. Mais t'as switché du fait qu'elle a appris l'allemand au fait qu'elle fait. Je trouve ça trop classe. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Par amour d'apprendre une langue, non? Ouais. Tu vois comment c'est difficile? Ah ouais. Bon alors effectivement là on est plutôt de l'audio donc on voit pas, mais il y a des tomates cerises, il y a des tomates séchées. Ah oui, c'est vrai, c'est de l'audio. Mais alors du coup c'est caméra. Parce que des fois si aussi ce sera un peu vidéo, mais c'est un peu secondaire. Ok, désolé messieurs. Ah oui putain. C'est un peu machin. Donc du coup il y a un caméraman qui se barre, qui se recoiffe. Il y a des alors on peut montrer quand même pour les caméras ça. Il y a des tomates cerises, il y a des tomates séchées, il y a du vert, il y a des capres, et il y a une couleur généralement genre un peu safranée, franchement bien ocre comme il faut. Non, super bien. C'est très réussi, figure-toi. Est-ce qu'en tant qu'Autrichien, t'entretiens un rapport ambigu au nazisme? Comment peut-on avoir un rapport ambigu avec le nazisme? Non, tu trouves que c'est mal? Non seulement hors caméra et in, comment peux-tu être ambigu avec le nazisme? Non. Oui, ta position sur le nazisme est claire. Et j'ai toujours été très très droit là-dessus, très ferme. Et mes parents m'ont beaucoup respecté là-dessus. Ils ont dit waouh, tu t'engages contre le nazisme dès le début. Donc le nazisme, c'est non. C'était des méchants pour moi tout de suite. D'accord. Okay. Non, mais c'est non. Et je vais même plus loin. Mon grand-père donc était autrichien. Ouais. L'Autriche avec l'Anschluss a été évidemment immédiatement, les Autrichiens étaient enrôlés dans la guerre de force. Et donc ils sont allés frapper à la porte de mes grands-parents. Et mon grand-père a fui et s'est planqué en Grèce avec deux autres Autrichiens qui ont déserté parce qu'ils étaient contre les valeurs du nazisme. Pour une raison en particulier, c'est qu'en fait ils interdisaient d'aller à l'église et ils étaient très catholiques et donc ça la vénère.
Donc non seulement toi, t'as dit non au nazisme, mais eux, mais tes grands-parents de père en fils. C'est hallucinant. Et en plus, à un moment où c'était dur de dire non au nazisme. Tout le monde hallucine sur nous. Hein. Putain, truc de fou. Franchement, la bonté dans les veines. Quoi. Écoute, on a du cœur. Et les gens hallucinent sur effectivement ce courage. Monsieur Courage. Ouais. Famille Courage. Mais de père en fils. Ouais. Et de mère. J'ai appris que Coco Chanel, parce qu'on est plein dans la Fashion Week. Antisémite de ouf. Mais méga sistra, la meuf. Mais un truc de malade. Et qu'elle est couchée avec les nazis au Lutetia et tout. Coco Chanel, elle a quand même fait un truc. Elle avait signé un contrat avec 2 personnes juives pour distribuer son Chanel numéro 5. Et pendant la guerre, en fait, il y avait un problème parce que les entreprises pouvaient pas être détenues par des juifs. Et elle a essayé de se servir des lois anti-juives pour piquer les parts de l'entreprise qui étaient aux juifs. Ça me donne envie d'acheter un parfum pour mais ouais. Et les gens ils font odeur antisémite. Chanel numéro 5, voilà exactement. Ouais. Alors que c'est de l'odeur du fascisme. Incroyable. Voilà. Truc de ouf. T'es né sous De Gaulle. Ah bon? T'es carrément né sous De Gaulle. 68, ouais, T'es né complètement sous De Gaulle. J'ai aucun souvenir. Encore une fois, de 0 à 3-4 ans, j'ai très peu de souvenirs. T'es né en canal, je vois encore un mot. Et puis ce petit square pour les enfants, mais sinon... T'es né en juillet 68, ce qui veut dire que ta maman, elle était enceinte de ouf en mai 68. Oui. Est-ce qu'elle a manifesté avec toi dedans? Non, mais pour dire comment vraiment on est une famille classe, grand-père contre le nazisme, moi-même qui a pris une position comme ça publiquement aujourd'hui contre le nazisme, c'est pas rien. Mon père voulait aller combattre en Afrique du Sud et elle était enceinte de moi et il voulait aller se friter là-bas. Elle lui a dit mais non mais regarde quand même c'est ton 3e enfant là, reste un peu à la maison. Putain balèze quand même. Non mais c'est une famille de juste quoi. Mais on est engagé quoi. Ouais. Non mais en vrai ça c'est en vrai. Non mais ça c'est un oui. Ça mais, c'est la classe quoi. Mais et c'est juste à cause de toi que ton père est pas allé. Non. Ou grâce. Peut-être qu'il a fait le grand style de ma mère. Il n'allait jamais vraiment partir. Parce que quand même, j'étais le 3e enfant et il devait quand même avoir 2 autres déjà, donc un peu responsable. Donc il a fait ce style, j'y vais. Il a dit non, reste, ok, vas-y. Oui, comme les mecs qui disent retiens-moi quand ils vont se battre, en fait, c'est ça. Ah bon, toi tu fais ça? Moi je sais pas me battre. T'as un physique un peu de lâche comme ça. On dirait. Mais ça se trouve, faut se méfier comme ça des secs. Mais j'ai mis un point dans ma gueule en 94. Dans ta gueule? Pardon, j'ai dit un point dans ma gueule. Ça, c'est Freud. C'est pour sa mère. Pour le mec se dit, c'est un ouf, lui. Non, j'ai mis un point dans la gueule d'un type qui me faisait chier en 94. Toi, t'as mis des points dans la gueule des gens? Vraiment? Ouais, mais vraiment, et ça a été jour au lendemain. C'est comme dans les films, le leader de la bande, zbim, et ensuite, respect. Qu'est-ce qu'il avait fait pour... Alors, c'est 2 ans... Un parfum, Chanel. Parce que moi, j'étais de type bolos au début du collège, et donc c'était le chef des bourreaux des bolos. Et donc, du coup, je lui ai... le mec du sport. Même pas trop, c'est ça qui était fou, c'était juste la tchatch. Il était vilain, mais... Parce que par ailleurs, on l'appelait le kyste. Mais, mais ouais, c'était méchant. Donc tu t'es fait mettre à la mode par un bolos, c'était même pas genre le trompa, quoi. C'était l'humiliation totale. Toi, tu te bats avec des gens des fois? Non. Non, mais j'ai battu 0 fois. J'ai fait du judo. Ouais. Assez longtemps, jusqu'à l'âge de 10 ans quand même. Ouais. Tu vois, donc, ceinture quoi? Ceinture verte. Ouais. Donc quand même. Ouais, non, c'est quoi? Non, mais c'est pas ouf. Moi aussi, j'ai eu ceinture verte. C'est pas ouf. Ah ouais, c'est pas ouf. Ça va vite. On dit, tu sais faire au Sotogari. Bah oui, je sais faire au Sotogari. T'as jaune avant et t'as blanche. Donc c'est quand même passé 2 stades. Il y a orange aussi. C'est jaune, orange, vert. Et il y a les trucs intermédiaires aussi. Orange, vert, jaune, blanc. Ah ouais, non, j'étais verte. Verte. Non, c'est pas mal. Pas mal. Tu savais faire la planchette japonaise? Ah oui, mais c'est pas vraiment un truc, c'est plus les balayages, balayages. Tout ce qui est Osotogari, Ipponso et Nage. Tu connais encore? Balayage, c'est balayette. Non, parce qu'en même temps, je faisais de la coiffure, du coup. Oui. Je mélange un peu les... Mais oui, c'est très intéressant. C'est quoi la première blague que t'as fait de ta vie? Est-ce que tu te souviens d'une blague, en tout cas, peut-être pas la première, mais genre, j'avais... Ouais. Oui. C'était quoi? J'avais 3 ans. Et je faisais apparemment, c'est pas pour faire rire ni pour être vulgaire, mais apparemment je faisais encore caca dans mon ben, ok. Et mes parents, alors c'est fou parce que c'est pas du tout des gens de ce milieu-là et de ça, mais il se trouve que peut-être une fois par an, sur le terrain de tennis militaire de Saint-Cyr-l'École, ils allaient jouer au tennis, sans savoir vraiment jouer au tennis, ils jouaient n'importe comment.
Et donc, c'est la première fois qu'ils avaient un moment pour eux deux. Et moi, apparemment, je me suis avancé. J'ai des vagues souvenirs, mais bon. Je me suis avancé avec une démarche de comme si j'avais du caca dans le ben. Et ma mère s'est précipitée en m'engueulant. Mais c'est pas possible, Eric, t'as encore fait caca dans ton ben. Et elle est descendue, il n'y avait rien. Et j'aurais, selon la légende, éclaté de rire. Et c'est donc ma première blague. Un peu caca, mais quand même. Mais elle est super bien. C'est une farce, quoi. C'est pas mal. C'est très très bien. Je t'ai eu, je pas fait caca. Putain. Et ce qui prouve que c'était. En fait, t'avais aucun problème avec le fait de faire caca. À ce moment-là, je pense entre 0 et 4, t'es assez à l'aise avec ça, en réalité. C'est pas un événement dans ton. Non, mais tu peux chier tranquille et continuer ta life. Alors que si c'était arrivé aujourd'hui, par exemple, ça aurait été un truc central de ta journée, quoi. Moins drôle, inquiétant. Même. Non. Un peu. On me regarderait plus pareil. Il est marrant, mais il a quand même... À un moment donné, il s'est chié dessus. Et lui, il était mort de rire. Il pleurait de rire et tout. Chelou. Nous, on a dû arrêter l'interview. Au collège, dans le spectre du cool du collège, moi j'ai déjà dit que j'étais de type bolos. Toi, t'étais où sur le spectre du cool entre genre le mec de football américain qui sort avec toutes les filles et moi? Il est très très large ce spectre. J'étais timide, mais je faisais quand même pas mal de vannes. Alors, de quelle période on parle? Parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Enfin, il y a une différence entre 6e, 5e et 4e. J'étais assez populaire. Assez populaire parce que je faisais beaucoup de blagues et je réussissais à faire punir les autres à ma place. Et donc, il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, moi, il me fait pas marrer et tout, vas-y, je vais m'asseoir à côté de lui. » Et mon challenge, c'était de le faire punir. Et donc, je réussissais systématiquement à le faire punir. Donc, j'avais une petite cour de mecs qui me trouvaient un peu marrant. Mais il y avait un mec qui était bien plus drôle que moi, c'était Benoît Lepec. Et pour moi, c'était mon héros, quoi, franchement. Qu'est-ce qu'il fait, Benoît Lepec? Alors, je sais plus trop maintenant, mais... C'était la resta de la primaire. En CM2, j'ai fait un spectacle avec lui où il m'a tout de suite fasciné. En fait, je suis arrivé en CM2 à Saint-Cyr-l'École. Très bonne anecdote. Et non, faut être précis à ce moment-là. Et j'arrive en cours de CM2 et je vois ce mec qui est hilarant, qui imite le prof et tout le monde est mort de rire et tout ça. Et je trouve que c'est génial le pouvoir qu'il a sur les gens grâce à son humour et tout. Et il était vraiment très drôle. Et puis, le spectacle de fin d'année arrive, donc en mois de juin. Et lui, visiblement, depuis des années, c'est lui le clou du spectacle. Il fait un truc de magie un peu rigolo et tout ça. Et moi, je dis, ouais, moi, je veux bien participer. Il me fait, ouais, ok, vas-y, viens. Tu vois les nanas qui font comme ça, tu sais, qui tendent les bras pour présenter genre, la fin du tour, le début du tour, qui montre le chapeau et tout ça. Il m'a donné ce rôle. Normalement, c'est une très très jolie fille qui fait ça. Je devais être pas mal, quand même, déjà à l'époque. J'avais un bon huc. Et donc, je fais ce truc-là. Et je vois toute la gloire. Lui, il faisait des blagues devant avec un tour de chapeau et moi, je prenais ces éléments de magie. J'allais les ranger derrière en backstage. Je revenais. Je sais pas pourquoi j'ai accepté ça. J'avais déjà envie de lumière, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a donné un premier avant-goût de c'est quand même sympa la scène. Mais est-ce que je veux vraiment porter des accessoires ou être devant? Et finalement... Alors lui, il a continué, il a fait du théâtre ensuite, et il a fait un film où il joue un peintre avec Sophie Marceau. Donc il était très doué, il était vraiment très doué. Et puis à un moment donné, je sais plus, je sais pas ce qu'il s'est. Benoît Lepec, s'il nous écoute, il peut te recontacter. Ah, j'adorerais. Facebook, vraiment, Instagram. Il était ultra doué, vraiment très très drôle. Donc t'étais assez populaire. Les filles. Collège j'avais la cote, mais je savais pas conclure. J'osais pas embrasser. Donc pas de palo. C'était compliqué. Je savais pas. J'avais peur de me faire tordre la langue, coincer les dents. J'avais les dents écartées, tout ça. Donc j'avais vraiment un problème de bouche, quoi. J'ai flippé. Donc, et c'était quand la première fois que tu as fait un bisou avec la langue? Avec la langue. Ce qui est l'équivalent de faire l'amour quand t'es au collège. Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu le truc genre, oh là là, c'était avec la langue, pas avec la langue. Après, ça se décale. Parce que jusqu'à l'âge de 15 ans, donc moi j'étais fan de tennis et donc j'ai commencé à jouer au tennis et tout. Je voulais être tennisman professionnel.
Et j'allais sur les tournois. Et généralement, quand il y avait du public, c'était tous pour moi parce qu'ils croyaient que j'étais un enfant. Et j'avais déjà 15 ans, en fait. Donc, quand je jouais contre des mecs de mon âge, tout le monde était « Oh, il est trop mignon, le petit !» Tu vois, donc, je crois que c'est vers 16 ans, quoi, que j'ai commencé à avoir une tête de mec normal. Ouais. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais un physique d'enfant. Oui, et donc c'est à 16 ans où... Bim, j'ai pris genre 5 cm. Ouais, 1m75. Je suis passé de 1m60 à 1m63, blah, tu vois. Transformation. Et là, Guélan, du coup. Et là, pardon Guélan, Guélan, c'est pour la langue ? Ouais. D'accord. Non. Toi, tu dis Guélan parce que tu dis languet ? Je dis, c'est vrai que ça se dit plus trop languet, mais on dit. Vous, en Suisse, apparemment, vous. Nous, ça serait plus la gueulant. Mais est-ce que tu gueulanguais donc à 16 ans ? What ? Est-ce que tu roulais des pelles, les palos, 16 ans ? Ouais, mais j'étais pas. J'étais pas un super bien rouleur de pelles. Non, j'avais la cote avec les jolis de ma classe. Oui. Mais comme j'étais tellement en panique de les embrasser, terminé avec un autre. Mais c'était toujours moi qui avais un peu la cote. Putain, donc c'est vraiment c'était le dernier mètre que t'arrivais pas à faire. Ouais. Mais il est balèze ce mètre. T'aurais aimé être une star du tennis, mais tu as échoué. Pourquoi ? Ça démarre méchant. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'avais de moins que Thierry Champion, par exemple ? Thierry Champion, pour la rêve, parce qu'il y a quand même des gens jeunes qui nous écoutent, c'était un tennisman des années 80-90. Ouais, comme Arnaud Butch. Voilà, Fabrice Santoro, Cédric Pioline. C'est des gens qui on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui avaient une petite gloire en leur temps. Thierry Champion, sa plus grande gloire. Champion. C'est beau gosse en plus. Ouais. Mais c'est lui qui s'est fait battre, je crois, 6-0, 6-0, 6-0 à Roland-Garros par Bruguera. Ouais, je crois. Oh putain. Voilà. Donc qu'est-ce que t'avais de moins que Thierry Champion ? Sergi Bruguera. Ouais. Ah ouais. Beaucoup le talent, je pense. Ouais. Ça, c'est moins. Ouais, c'est quand même un élément dont tu as besoin si tu veux réussir en sport. Mais c'est tellement triste de mettre toute son énergie à faire quelque chose et en fait. Mais quand tu ne le sais pas en fait. Ouais. Et donc, mes parents m'ont dit vas-y, continue, si tu veux continuer, essaye, passe ton bac quand même, inscris-toi à la fac, mais on veut pas que tu te dises que tu as échoué parce qu'on t'a demandé d'arrêter. Ouais. Donc ils m'ont laissé me prendre le mur tout seul en fait. Ouais. Donc j'ai foncé à fond dans le mur donc j'étais parti jouer, j'ai fait des tournois satellites ATP aux États-Unis en Floride et j'avais donc 19 ans et au même moment il y avait Michael Chang qui avait 16 ans qui était chez moi en France à Roland-Garros en finale et qui gagnait Roland-Garros. Ce jour-là j'ai dit ok, qu'est-ce qui me reste comme atout ? Tiens, l'humour. C'est vrai que ça doit être. Il avait 3 ans de moins que toi. Et puis, mais après, il a pas fait grand-chose, ceci dit, Michael Chang. Bon, il a quand même gagné Roland-Garros. C'est pas style à rien, quoi. C'est pas style. Non, mais c'était fou. Edberg, Glendale, tout ça. C'est dingue. Donc, on n'a pas parlé de ton bac. Bac quoi ? B. Bac B. Bonne note, mention ? Alors, je foutais rien en terminale et j'étais un peu le blagueur et tout ça. Et t'avais plein de bons élèves qui étaient dans cette classe. C'était un lycée très dur, très sévère et tout ça. Et moi, je jouais beaucoup au tennis. Donc tout le monde disait Judor, il va redoubler, Judor, il va pas l'avoir et tout ça. Donc ils se donnaient tous rendez-vous le lendemain pour ceux qui l'ont du premier coup. Vas-y, on ira boire un verre à tel café et tout ça. Et lui, Judor, il ira au rattrapage ou il redouble. Et donc moi, je l'ai eu tout de suite. Et donc je suis arrivé à cette réunion, ils étaient dégoûtés de me voir. Je fais qu'est-ce que tu fais là ? Donc c'était quasi aussi surpris que moi. Mais j'ai eu pile, il demandait 248 points. Ouais. Et j'ai eu 248 points. Putain, exactement. Donc 10 sur 20. Quoi. Faut pas rajouter. Pas rajouter. Et j'ai eu 20 en allemand. 20 sur 20. Ouais. C'est pas mal parce qu'il devait faire un dossier à l'époque quand il était 20 sur 20. Il fallait qu'il remplisse un dossier pour expliquer pourquoi et tout. 20 sur 20, ça veut dire le prof aurait pas fait mieux que toi, quoi. C'est ça que ça veut dire. Elle a eu peur en fait quand je commençais à lui parler. Elle fait merde, il va me cramer. Je fais des fautes. Putain, alors que moi j'ai passé le bac portugais et je suis quand même demi-portugais et machin, et j'ai eu que 18, tu vois. Donc c'est. Merde. T'as fait une faute sur quoi ? Il y a une Je peux raconter peut-être on s'en fout, on coupera ça. Non, il y a un truc, il y a une subtilité en portugais qui a un truc. Arrête un peu. Il n'y a pas de subtilité en portugais. Ça se saurait si c'était une langue subtile. Hello. C'est tous les mots. Alors la subtilité de la langue est
En fait, t'as les igno en portugais, qui sont des diminutifs, tu vois, genre Davidinho, Ronaldinho, c'est le petit Ronaldo. Okay. Mais en fait, dans certains cas, quand c'est avec un adjectif, en fait, c'est un truc qui veut dire très. Et là, c'était o sol muito amarelinho, ça veut dire le soleil très jaune, mais ça se dit petit jaune. Et moi, j'ai dit amarelinho, c'est un diminutif. Il me dit nanana. Et du coup, 18 au lieu de 20. Putain, voilà. Okay. Du coup, humiliation encore. Enculaninho. Fils de putinho. Et donc, t'es allé au Brésil déjà et tout? Jamais de ma vie. Mais t'es fou, oui, quoi? Putain, l'atout de dingue que t'as. Mais non, je suis c'est portugais. Le meilleur pays du monde, mais tu t'en fous. Mais c'est affreux, tu parles la langue. Ouais, mais je parle la langue. Raciste. Mais j'ai le droit parce que vous êtes des vrais racistes. Les Portugais, vous êtes vraiment sacrément avec racistes. Les Brésiliens. Mais parce que avec tout. Mais c'est dégueulasse quand même ce truc. C'est quand même un truc dégueulasse. C'est-à-dire que genre, si t'es une meuf et tu dis je sors avec un Portugais, on voit tout. C'est pas classe, tu vois. C'est de la merde. Tu dis je sors avec un Brésilien, tout de suite. Tu vois. Oui, mais c'est dur à vivre pour les Portugais. C'est pas top. Tu sors avec une Brésilienne, c'est pas classe non plus. C'est vrai. Tu vois. Alors que si tu sors avec une Portugaise, c'est pas classe non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'il y a moins de différence quand il s'agit quand c'est la classe. Non, vous êtes en général quand même, vous êtes assez beau. C'est un peuple beau quand même. Ouais. Hein, en vrai. C'est les Portugais? Ouais. Quand même. Je sais pas. Moi, je pense que ce que j'ai de beau dans mon visage, parce qu'il y a des trucs beaux, peut-être ça se voit pas tout de suite. Mais t'as vu la clarté de mes yeux, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Je pense pas que c'est du Portugal qu'elles me viennent. Ah ouais? Ouais, je pense mais que t'as une structure un peu comme ça, il y a un truc de. C'est charpenté, quoi. Grec un peu. C'est charpenté. Ouais, non, c'est vrai. Il y a quelque chose de carré, quoi. Ouais. De viril, quoi. Je pense qu'il se rattrape sur la grosse polosserie tout à l'heure. Non, mais je pense que t'as super bien évolué et que tu devais être dégueulasse, enfant. Bah alors, une fois, j'ai montré une photo de moi enfant à un ami. Il m'a dit, mais t'étais beau, tu vois. C'était. C'est un bon pote, quoi. J'étais blond, tu vois. Mais ce qu'il voulait dire, non, donc le blond, c'est beau. Waouh, super. Bien moi, j'ai pas dit que j'étais pas nazi. I stand up against nazisme. Alors après avoir échoué au tennis, dans une certaine mesure, parce mais que assez parlé de moi, parlons du Portugal. Après avoir échoué au tennis dans une certaine mesure, parce que t'as quand même dû jouer, je sais pas, 0 quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà, enfin c'est quand même pas mal, c'est pas ATP, mais c'est pas mal. Non, c'est pas fou, quoi. Après avoir échoué au tennis, t'as enfin découvert un truc pour lequel tu étais super fort, c'était d'accompagner de vieilles personnes aux États-Unis. Ça vraiment, t'avais des qualités pour le faire, quoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? J'aimais les gens, tout simplement. les millésimes. C'est ce que j'ai dit en entretien pour United Airlines. Donc t'as travaillé à United Airlines? Non, justement non. Parce que j'ai fait le test d'anglais, je passe, entretien. Pourquoi vous voulez faire ce métier? Qu'est-ce qui vous intéresse? Pour être donc, attends, mais là c'était c'était quand je te parle de United Airlines pour être steward. Ouais. Et j'ai répondu, je tremblais et tout ça, pas du tout à l'aise sur un entretien d'embauche. Et j'ai dit, c'est parce que j'aime les gens, quoi. Je crois que c'est la pire réponse à faire dans un entretien. Maintenant, partez. Ça fait flipper un peu un mec qui dit j'aime les gens. Alors que vraiment, j'aime les gens, quoi. Tu vois. Tu tripotes pas tous les gens, mais c'est vrai que j'aime quand même. Par exemple, les nazis, je les aime pas. Oui, ça c'est pas. Là, je l'ai dit, et je le dis haut et fort. Hein. Oui. Attention. Si t'es nazi, ça ne passera pas par toi. C'est non. On peut manger au resto et tout ça, mais non. Oui. Pas d'amitié. Pas d'amitié. Ça s'arrête là, quoi. T'es nazi, c'est stop. Attends, et une fille vraiment très très belle nazie. Est-ce que le nazisme peut influer sur ton zizi? Est-ce que ton zizi dit non, nazisme? Ça dépend. Mon zizi est engagé, oui. Pardon. Excusez-le. Mais ça dépend à quel moment ça se produit. Si on est en plein en train de se dessaper, en fait, j'ai oublié de te dire, je suis nazi. Bon, c'est trop tard. Je la baisse. Mais si c'est elle dit on monte boire un dernier verre et elle fait le code, je commence à lui tripoter un peu le cul. Elle fait arrête, en fait, je t'ai pas dit que je suis nazi. Je fais waouh. Ça, c'est non. Là, c'est stop. Ah non, attention. Donc le feu de l'action, tolérance du nazisme. Voilà. Je suis nazi, je termine vite fait. Et après, c'est terminé. Et après, c'est terminé. Tu ne recouches jamais avec quelqu'un de nazi. Tu m'entends? C'est la dernière fois que tu me vois. Non, j'ai passé une super soirée. Merci pour tout. C'est pas ça le problème. Tu sais très bien quel est le problème.
sont tes croyances et ton antisémitisme. Et ça, c'est non. Bon, un dernier bisou. Et lâche un smack. Putain, je veux voir ça. Lâche un smack. Bon, attends. Bref, non, c'est non. C'est non. Bon, peut-être un petit resto demain. Explique-moi pourquoi. Envoie-moi des nude pics. C'est tout. Mais non, parce qu'attends, il y a peut-être aussi qu'en faisant vraiment bien l'amour avec quelqu'un de nazi, elle peut dire genre, ah, mais j'étais dans l'erreur, je vais arrêter d'être nazi, tu vois. Grâce à toi, grâce à ton zizi. D'accord. Bon, on était en train de parler de. T'as raté. T'es pas rentré à United Airlines parce que t'as raté ton entretien d'embauche. Parce que j'aime les gens. Parce que t'aimes les gens, voilà. Excusez-moi d'aimer les gens. Bravo, sorry. Et ensuite, donc, t'as accompagné des vieux aux États-Unis. Des personnes âgées. T'étais accompagnateur touristique. J'étais accompagnateur, j'étais même pas guide. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait une licence pour faire visiter New York ou faire visiter Montréal, Toronto, Ottawa, voilà, Québec, ces villes où on allait. Tadoussac et tout ça. Donc je les amenais en avion, je les aidais à mettre les bagages dans les bus et après on se tapait 5000 bornes en bus avec dans chaque ville un guide qui montait, qui racontait la ville. Et moi j'étais au fond et j'amusais les gens, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs précis de ce moment-là, genre un moment qui t'est resté de toutes ces heures que tu as passées avec ces vieilles personnes? Oui, encore un moment constat de attention, je suis déjà trop âgé pour faire ça. Et il y a des gens plus jeunes, plus talentueux. C'est un jour, donc les guides, parce qu'il y avait non seulement des guides de ville, mais il y avait surtout, donc moi j'amenais le groupe de Paris à Montréal, et là on montait dans le bus, et là il y avait un guide du Québec, du Canada, qui nous accompagnait partout, qui expliquait la région et tout ça. C'était des mecs de 40 ans et tout ça, moi j'en avais 22, donc j'étais tranquille là-dessus. Et un jour, j'arrive avec mon groupe à Montréal, et le mec il a 18 ans. Il a 18 ans. C'est un beau gosse, il a la tchatch et machin. Et c'est ceux qui prenaient le plus de pourboire à la fin du séjour. Moi, j'avais genre $150. Les mecs, ils prenaient 2000, 3000, quoi. Mais je m'en foutais, je me disais, ouais, c'est des grands, c'est des vieux, ils ont faire. Et là, je vois un enfant rentrer, faire des vannes, mais hyper à l'aise, tout le monde admiratif, alors qu'avant, c'était moi le jeune du bus. Oui, alors là, c'était le Chang du bus, en fait. Ouais, c'était le Michael Chang du bus. C'est comme le Michael Chang, qui monte, qui est machin, il fait du parachutisme. Il était. Tout était super chez lui. Je suis descendu de ce bus et puis j'ai dit bon, j'arrête ce métier de guide. Apparemment je suis trop vieux, 22 ans, humilié par que des tartes de vieux là. Tu es resté en contact avec les vieilles personnes que tu guidais ou pas? Alors j'ai rencontré, j'ai eu des lettres et des... Parce que maintenant évidemment... Elles sont décédées pour beaucoup. Il y a 30 ans. Oui. Il y a 30 ans. Oui. J'ai une anecdote marrante d'ailleurs sur ça. Sur tu sais, des gens qui deviennent très très vieux et que toi t'as connu non vas-y viens on va. Et t'as connu qu'ils étaient moins vieux, qu'ils étaient bonasses. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ah oui, la vieillesse, bah oui, ça peut te niquer la race, toi. Oui. Non, bref. C'était bien comme anecdote. Bah, pas mal. Non, quand c'est vieux, c'est moins bien. Ensuite, alors, t'as été un truc, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, tu as été logisticien chez Bouygues. Est-ce que tu peux nous raconter la journée type d'un logisticien chez Bouygues au début des années 90? Là, je suis sûr qu'on perd plein de gens. Parce que non, au contraire. On ne peut pas raconter ce programme-là. Il y a des gens qui disent, bon, allez, hop, je passe à table. c'est le moment là où, franchement, je m'en branle. Je m'en fous, je ne sais même pas ce que c'est la logistique. Alors, tu arrives à 9h, 9h30, je sais plus, 9h. Oui. Tu vas au 3e étage, tu as un bureau, tu reçois des plannings d'ingénieurs qui partent sur des barges pétrolières, un peu partout en Afrique, au large de l'Afrique. Et donc, tu dois organiser leur planning, savoir si leurs visas de leur passeport sont à jour, s'occuper des billets d'avion, cocher plein de cases, quoi, en fait, pour que tel ingénieur puisse aller à tel endroit et toutes les formalités. Tu fais de la prod, en gros. La prod d'ingénieur. La prod d'ingénieur, quoi. La prod, C'est quoi ton meilleur souvenir de Bouygues? Si t'en as même un. Parce que t'as fait machine à café, ticket resto, tout ça. J'ai un souvenir horrible. Ouais. Ah oui. C'est mieux, c'est plus, je trouve. Là, tout de suite, page de pub. Et t'as vraiment un teaser, là. Ouais. J'ai un souvenir atroce. C'est que
je rentre donc dans cette boîte, je suis intérimaire et tout ça. Donc c'est que des CDD, je fais des petites périodes comme ça. Et puis à un moment donné, on me propose une période plutôt longue, genre 3 ou 4 mois, je sais plus. Et je me rends compte d'une part que je suis débordé par les dossiers parce que je suis bordélique. J'arrive pas du tout à m'en sortir. C'est vraiment le pire métier pour moi, la logistique. Moi, je suis un artiste, je sais pas. Donc voilà, tu vois. Donc je suis complètement paumé. Et puis je sens soudain que je rentre dans un moule. C'est-à-dire que j'ai peur un peu de la hiérarchie, j'ai peur du 7e étage, je fais un peu trop de vannes devant les mecs importants, alors que c'est pas nécessaire, quoi. Comme pour les séduire, que hey, regardez, je suis cool et tout ça. Et un jour, je rentre dans l'ascenseur pour descendre à la cantine et l'ascenseur est rempli de mecs du 7e étage. Le 7e étage, tu vois. Dark Vador, tout ça, quoi. Ouais. Et je suis en panique. Je sais plus trop comment me comporter, je sais plus si je dois rester à ma place ou engager la conversation, je suis trop poli. Et là je me dis, merde, je suis en train de rentrer dans le rang et d'avoir peur d'une hiérarchie qui est pas forcément plus maligne que moi, plus importante, c'est juste parce qu'il est au 7e étage que ça me fait paniquer, quoi. Et là je me suis barré. Je me suis dit, waouh, je suis en train de devenir quelqu'un dont je me fous jusqu'à présent, quoi. Ouais. Je me moquais de ces mecs-là avant, et je me suis dit, je suis en train de devenir ça, quoi. J'ai peur d'eux. Et les deux trucs... je veux faire le malin en plus devant eux, quoi. Les deux trucs dont tu te souviens sur ces métiers-là, c'est quand même le moment horrible où tu t'es dit, je veux me barrer, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as dit un jour que t'avais les hanches... J'ai jamais dit ça, ok. T'as dit un jour que t'avais les hanches en cristal. Oui. Comme ça a l'air bien parce que le cristal c'est chic, tu vois, on paye cher pour ça. Mais t'avais pas l'air de dire que c'était cool, quoi, d'avoir des hanches en cristal. Non, parce que c'est une expression, parce que personne ne peut avoir des hanches en cristal. Oui. Tu vois, à moins de se couper l'intérieur, dès que tu commences à marcher, tout est cisaillé à l'intérieur. Et là, on passe un très mauvais moment. Mais ce sont des hanches en céramique et en Kevlar, un truc comme ça. Oui. Donc t'as pas tes vraies hanches de départ. Non. Oui. C'est les hanches du tout début. Oui. De celles où je faisais semblant d'avoir fait caca dans mon froc, là. Oui. Elles sont parties. Tu les as gardées ou pas? Parties, non. Ouais, ils m'ont proposé de garder tes hanches. Ouais. Je trouvais ça dégueu. Ouais. Une partie de ton corps, ça y est, il y a un bout de ton enfance. Oui. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un bout de toi qui est né de ta maman, ton corps original, qui n'est plus là, quoi. Et qui est remplacé par de la robotique. Bah, t'aurais pu lui faire des petites funérailles à ton morceau de hanche. C'est vrai. Ouais. Mais on l'entend à peine que j'ai des fausses hanches. Que quand je fais des mouvements latéraux. Mais tu crois qu'il y a peut-être un chirurgien quelque part qui, dans sa bibliothèque, a un bout de hanche de toi et il dit ah tiens, c'est bah, je suis pas assez connu, je pense, pour vraiment qu'un chirurgien fasse ça. Je pense vraiment c'est un autre niveau, je pense. Et après il divorce, il dit non, c'est moi qui garde la hanche de Eric. Non, si c'est Mbappé, oui, tu la gardes. Judor, tu t'en branles un peu. Ouais. Et ça, c'est parce que t'as un truc qui va pas dans les hanches de départ. Ça s'appelle de l'arthrose juvénile. Oui. Ça a pas l'air bien, ça. Non, c'est un truc où tu perds du cartilage, mais d'un peu partout, tu vois. Or, le cartilage, c'est quand même bien. Le cartilage, c'est la vie. Ouais. Le cartilage, c'est le mouvement. C'est la souplesse, tu vois. Mais donc maintenant, avec tes hanches qui font des bruits de robot... Là, je pense que les gens se sont barrés du podcast. Sauf les médecins, peut-être, et encore, et des gens qui souffrent d'arthrose. Mais sinon, le reste, tu peux encore bougé, les gars. Tu peux faire du tennis avec tes hanches. Ouais, là, je m'y remets à fond, là. Putain, ouais. Là, on a encore perdu des gens parce que t'as relancé encore sur le sujet. Bah oui, on coupera la merde. C'est pas en direct, ça c'est important à savoir. Ah ouais, putain, d'accord. Est-ce que les cheveux des autres te rendent triste? Je vais demander de pas poser cette question. Est-ce que les cheveux des autres te rendent triste? J'ai des enfants. Oui. Ok. C'est pas la fin de la phrase. J'ai des enfants qui ont des cheveux magnifiques. Oui. J'ai 2 filles qui ont des cheveux sublimes et 3 garçons. Et tous ont une nature et une texture différente. Ils ont tous... J'ai un blond, un enfant blond, va comprendre, avec des boucles magnifiques. Un autre avec des cheveux lisses, un peu à la Thierry Champion, oui, tu vois. Oui, tout à fait. Mais en brun. Encore une fois, googlez si vous savez pas. Parce regardez tout de suite. Voilà. Un autre qui a des cheveux genre Héraclès, des belles mèches qui vont dans tous les sens.
une fille qui a une masse de cheveux shakiresques. Ouais. C'est les meilleures masses de cheveux. Mais ce sont les sublimes. Moi, je prends que cette marque. Et une autre fille qui a des cheveux tout aussi touffus, riches, beaux, brillants. Donc la génération d'après t'a vengé. Donc, je les regarde parfois avec un peu de... pas dégoût, pas jalousie, parce que c'est mes enfants, mais de m'énervage, ouais. Je me dis, waouh. Pas les cheveux des autres, mais les cheveux de mes propres enfants me font envie. Ouais. Et j'ai déjà repéré celui qui risque d'être chauve. Ah ouais. Et à quoi ça se voit, ça? Il y a des signes, il y a des trucs, tu sais, ouais. Pourtant, ils sont petits, hein. Ouais. Mais j'ai déjà capté le maillon faible. Tu vas être chaud. Et toi, tu vas être chaud, toi. Arrête de faire le malin avec tes cheveux. Mais toi, en plus, le truc, c'est que ça va parce que t'as une belle forme de crâne, en fait. T'es sauvé, quoi. Si, je te jure. Non, mais je dis ça, c'est pas pour te faire plaisir. Toi, t'es beau. Non, mais c'est ça, parce que moi, je vais être chauve aussi, peut-être un peu plus tard. Toi, t'es chauve à 26 ans, c'est ça? Ouais. C'était chiant, quand même. C'était très dur. Ouais. Mais très dur, mais pas très longtemps, en fait. C'est-à-dire que je me suis vite dit... on a vite tenté le rasage à la lame. Ouais. Et quand on regardait, on fait bah ça va. Ouais. En fait, c'est ta tête. Je fais ok, bah on reste comme ça alors. Ouais. Mais en fait, t'as une rondeur ici derrière là qui fait que tout est bien, quoi. Elle te plaît ma rondeur? Ah, mais j'adore. C'est une des meilleures rondeurs, vraiment. Parce que moi, je vais être chauve, je me rase, j'ai une tête de strum. Mais vraiment, quoi. Cool. C'est affreux. Donc tu vas être vraiment dégueulasse. Ouais. Tu vas redevenir l'enfant que t'étais. Putain, c'est horrible. Mais donc, je profite encore. Mais tu sais, je vais sortir une crème pour chauve, pour les chauves. Oui, tu as fait un bold, jeu de mots. Parce que ça s'écrit B-O-L-D. Mais oui, malin, putain, culture totale. Qui veut dire audacieux. Exactement. Mais en même temps, avec un A qui se prononce pareil, ça veut dire chauve. Voilà. Et donc, pour nous, les ricains, c'était. Il n'y a pas de problème. Et donc, tu sors une crème pour les pas pour les cheveux. Pour les chauves stylés. Non, une crème matifiante, parce qu'on a les crèmes qui brillent et tout ça. Tu mets ta petite crème, clac, et t'es en beau gosse ensuite, tu vois. Ce que je me dis aussi, c'est qu'il doit y avoir un truc bien quand t'es chauve, c'est que t'as des sensations que les cheveux ne connaissent pas, quoi. C'est-à-dire, on peut te caresser la tête et ça fait du bien d'une façon différente. En vrai, tu t'en branles, tu préférais avoir les cheveux, quoi. Et moins de sensations. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je te dis plus, à tous les chauves, même moi qui va sortir la crème, si on me dit demain tu peux avoir tes cheveux nouveaux, je les reprends. Et tu les envoies chier. Fuck that. Tu vois, je limoge tout le monde dans la boîte. Je refile mes parts, nique tout, quoi. Ah, putain. Il n'y a plus d'amis quand on. Non, c'est faux de dire c'est cool et tout. Non, faux. Tu veux des veuches. Là, c'est la dernière partie. Oh non! Mais si, oh non! C'est la dernière heure. C'est que des questions sur genre le plus, tu vois. Arrête. Toi, tu dis, j'ai l'impression que tu dis très très peu de gros mots. T'as dit baise tout à l'heure. Ah oui. Mais c'est rare. Assez rare. T'aimes pas trop les gros mots dans les blagues. Alors ça marche très bien quand tu le fais comme Woody Allen, Rest in Peace, le fait. C'est-à-dire qu'il est capable de dire une phrase assez complexe, très lettrée et tout, terminée par chat. Et il y a Dave Chappelle qui fait ça aussi pas mal. La rupture est très drôle. Mais si tu l'utilises en permanence, c'est un style. Après, t'as Bigard qui peut être très, très drôle. Quand il balance En vrai, moi je pense que Bigard il a su être très drôle en étant over vulgaire, quoi. Je pense le truc, parce que Bigard, il y a des montages sur YouTube qui mettent que ces grossièretés les unes à côté des autres, et là c'est vraiment hilarant. Parce que c'est trop, quoi. C'est trop, et du coup ça devient. Ouais, donc il y a un truc qui dépasse juste la vulgarité. Après, faire le mec cool parce que tu utilises des mots dégueulasses, non, moi je vois, quoi. C'est pas comme ça. Et c'est quoi ton mot, ton gros mot préféré, alors du coup? Le plus, celui que t'aimes le plus, tu dis, ça c'est un bon gros mot, ça j'aime bien. Chat à trou de balle, ça existe? Chat à trou de balle. Surtout parce que non, c'est bien parce que tu essayes de visualiser ce que ça donnerait en fait, et ce serait très complexe. Voilà. Exactement. C'est le signe des Illuminati. Eric Judor vient d'imiter une chatte à trou de balle et c'était exactement ça. Si tu regardes bien, les Illuminati, c'est quoi? C'est une chatte à trou de balle, mon pote. Comme par hasard. Comme de par hasard. Qu'est-ce qui est le plus grave, l'esclavage ou la Shoah? L'esclavage. Évidemment. Moi, je trouve que c'est la Shoah. Écoute, chacun son avis. N'empêche. Oui.
Stop le nazisme. Oui, voilà. C'est pas parce qu'il y a un truc moins grave que c'est pas grave quand même. Ça, je suis contre. Là-dessus, et j'aimerais bien que tu le relayes. Ça a été quoi ta plus grosse douleur physique ? Je voulais choper mon train à Montparnasse. Je le vois, il est sur l'autre quai. Oui. Plutôt que de faire le tour, je saute sur les rails et je me pète la cheville et tu vois l'os. Vous le voyez en radio là, l'os que je montre. Tu sais l'os qu'il y a vers ta cheville. Oui. Le truc. Ce qu'on a la cheville peut-être. Non. Ça. Oh, je sais quand même. Ouais, c'est bon, je connais la cheville. Alors tu me l'as. 6 ans de médecine. Hein. Comment ça s'appelle ça ? La malléole. Non, c'est pas ça. Non. C'est là la malléole. Non ? C'est là ? C'est là. Je crois que c'est là. Ouais. Non, ça c'est l'aisselle. C'est l'aisselle. La malléole. L'aisselle. Je crois que c'est un truc. Bon, bref, cet os fêlé, extrêmement douloureux. Ouais. Et le tendon d'Achille pété. Tu vois, qui se claque comme ça. Et ça fait un clac, mon pote. Mais je dois quand même prendre mon train. Donc, déjà, je m'allonge, tellement c'est une douleur extrême. Je m'allonge sur les rails. Oui. Ouais. Personne ne bouge. Personne. Donc, je me relève. Je monte dans le train. Et donc, c'est un train de 18h30 qui ramène tous les gens à Montigny-le-Bretonneux, tous les gens qui ont travaillé durement. Et je suis assis comme ça. Et la douleur est tellement vive que ça me fait transpirer. J'ai jamais connu une douleur transpirante. Et bien là, c'est la première fois. C'est-à-dire que j'étais trempé juste à cause de la douleur. C'est bizarre comme truc, non ? Et ensuite, ils ont repris les 2 bouts de tendon. Non, c'était trop pété. Donc, on m'a mis un tendon de bœuf. C'était l'époque, hein. Je te parle des années 40. L'époque Coco Chanel, on baisait avec les nazis. Tu vois, donc c'était quand même une autre époque en termes médicaux. Ouais. On parle beaucoup de médecine, hein, et de hanches. Bah là, je salue tous les chirurgiens qui nous écoutent et tous les médecins, puisqu'on a perdu tout le reste du public. Mais non, parce que les gens ils vont dire, mais moi aussi j'ai eu trop mal une fois. C'est exactement comme moi. Exactement en plus, juste après avoir couché avec une nazie. Mais c'est dingue. C'est quoi le médicament que t'aimes le plus ? Alors le Doliprane, c'est fou comment c'est je me suis dit ça pendant la pandémie là. Ce sera l'exergue. Le Doliprane, c'est fou comment c'est efficace. Non, c'est même pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, c'est fou comment c'est populaire. Oui. Comment on a accepté que si on a mal quelque part, tu prends un Doliprane. Je me dis que le gars qui a inventé ça, mais ce sont des milliards et des milliards. Je suis désolé de vous le dire. Ouais. Parce qu'on veut pas le générique. On veut le Doliprane. Et je me souviens, pendant la pandémie, j'étais allé dans une pharmacie pour demander du Doliprane, puisqu'on nous avait dit qu'on soignait la fièvre avec ça. Et il y avait 3 personnes devant moi qui avaient pris à chaque fois genre 3 ou 4 paquets de Doliprane. Je me dis putain, mais ça c'est que dans une pharmacie à Paris, mais dans le monde entier, mais c'est un tankard le truc. Ouais, complètement. Au moment où c'est sorti, je me souviens, le mec qui l'avait fait, c'est un mec de Rungis, il m'avait proposé de prendre des parts sur Doliprane. Et moi, j'ai dit, franchement, j'y crois pas, il y a déjà l'aspirine et tout ça. Il me dit, écoute, je te file 20%. Et j'ai dit non. Putain, mais aujourd'hui, t'aurais des... Milliardaire. Ouais, tu te milliardaire. Putain, t'as vraiment... C'est comme anecdote le ou mec faux? À vous de dire. Parce que moi, le truc, c'est que j'ai un petit problème, c'est que j'ai une petite trophie dans la tête qui fait que je comprends pas l'ironie. Mais là, j'ai compris, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on m'envoie l'ironie. Franchement, à moins que ce soit genre n'importe quoi. Alors que là, c'est crédible. Non, mais là, c'était genre un inventeur de Doliprane à Rungis qui se balade à Rungis, qui fait putain, j'ai terminé de vendre mes fraises. Regarde ce que je viens d'inventer. Regardez. Le soir, il bossait sur le Doliprane, quoi, putain. Et il est sorti de sa merde. Si tu peux, alors on va continuer dans la médecine. Mais bien sûr. Si tu pouvais choisir une maladie, tu choisirais laquelle? L'angine, c'est quand même. Ouais, si une angine. Une angine, ah ouais. Tu veux dire une maladie grave? Bah un truc. Alors une angine blanche. Tu déconnes pas. Ouais, c'est de la j'y vais, ouais. Mais moi, si je m'en sors, je créerai une fondation pour l'angine blanche. Ouais. C'est très douloureux l'angine blanche, hein. Les ganglions, tout ça. Oui. Oui, c'est tout. Non, moi, je prendrais la syphilis. Ah ouais. Mais parce que t'imagines l'effet que tu fais. C'est parce que tu baisses pas souvent, c'est pour ça que tu t'en fous. Oui, depuis... Tu t'en fous d'être infecté vers là. Ça fait mal quand même. Hein. Ah, tu l'as déjà eu?
Non, mais à skip. À skip. Bizarre. C'est comme j'ai jamais eu la peste, je sais que c'est pas cool. Ouais, mais tu sais pas si c'est douloureux ou pas. C'est vrai. Très bizarre ce détail quand même. Ouais. Non, j'ai pas eu la syphilis, arrête. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai pas eu Il l'a eu. Toi, tu voudrais avoir. C'est syphilis, toi. Syphilis parce que genre dans une conversation tu dis genre putain c'est relou là j'ai la syphilis, ça crée un petit effet. Je pense que c'est juste pour. Mais tout crée un petit effet. L'angine blanche non. Ouais. C'est pareil. C'est mais moins que la syphilis quand même, parce que c'est un peu c'est une vieille maladie. En soirée on va voir. Viens on se fait un. Putain c'est chaud, j'ai chopé la syphilis tu vois. Là, putain j'ai chopé le sida, c'est pire. Hein. Non syphilis tu dis t'en sors et tout ça. Ouais. Sida il y a quand même une ambiance de mort quand même. Hein. C'est quoi le truc que t'as fait dans ta vie dont t'as le plus honte genre c'est bien de changer de. Aïe. Genre, quand tu y penses, tu fais ah putain. Honte. Ah, c'est marrant. J'ai pensé hier à un truc que j'ai commencé à chanter par-dessus. Tu sais, quand tu penses à un truc honteux et naturellement tu fais. Mais ça m'arrive 10 fois par jour. Mais donc, on a bien l'air gogol. Ouais. J'ai fait plein de fois. Bill Burr, il dit qu'il a exactement la même chose, qu'il pense à un truc de quand il avait 8 ans et que d'un coup il fait Bah écoute. C'était quoi ? J'ai repensé à la première émission de télé qu'on a faite avec Ramzy. Ouais. C'était Drucker. Ouais. Et, et c'était la honte. C'était la honte. On était terrorisés par les caméras. Ouais. Le public qui était dans la salle du pavillon Gabriel n'était pas forcément exactement le public qu'on a eu ensuite. Mais je ne vais pas mettre la faute sur le public. C'était honteux ce qu'on a fait. On a fait genre 2 enfants qui s'embrouillent. On est autour de la table et puis il a commencé à nous lancer comme ça. Alors Eric Hamzy, qu'est-ce que vous faites en ce moment? On a commencé à faire ça sans texte, rien du tout, et à se faire cracher dessus comme ça et à se courir autour de la table. Et il y avait, je crois, Arditi ou je sais plus quoi, quelqu'un de respectable en tout cas, de ce style, un mec en costume. En tout cas, il avait une veste. Ouais. Et ils nous ont regardés comme ça, et il y a eu un silence de mort sur le plateau pendant qu'on faisait et on s'est rassis comme ça. Et c'était exactement comme la douleur de la cheville. J'ai commencé à transpirer. J'entendais plus Drucker. C'était que des wow. Et je sais qu'il nous parlait, mais je suis incapable de te dire qu'est-ce qu'il nous disait après ça. C'est un sentiment de honte totale. Je suis rentré le soir même et j'ai dit à ma chérie de l'époque, c'est pas pour moi en fait ce métier, je n'arriverai jamais à être c'est horrible, je vais arrêter ça. Et en fait on a continué, on s'est acharné quoi. Oui. Bah, vous avez bien fait, mais ce qui est sûr c'est qu'on va retrouver cet extrait avec plaisir. Il est sur Lina et donc on va le retrouver de façon certaine. Il a adorable Michel Drucker. Oui. C'était en direct normalement à chaque fois, et là c'était une des rares qu'il faisait pas en direct. Qu'il allait diffuser genre le mardi suivant, et il a rajouté des faux rires, ce qui fait que quand tu regardes le truc tu dis moi ça me fait pas marrer, mais bon apparemment ça a l'air ils ont un public, c'est moins honteux que dans le silence. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors que vous l'avez vécu vraiment avec le silence. On l'a vécu hardcore. Dernière question, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est vraiment la personne décédée avec laquelle tu aurais eu le plus envie de faire l'amour quand il était encore vivant. Je veux dire que j'ai connu personnellement ou pas? Non, ça peut être Jules César. Parce qu'il était... mais si la puissance est un excitant pour toi. Pas pour toi? Non, je suis plus... non. Plus femme de serre. Des trucs comme ça. Mais... alors, l'image qu'on a de Cléopâtre... il y a un truc. Après, je pense que tout le monde répond ça dans ton podcast. T'as eu combien d'invités? 200? François Hollande a dit Simone de Beauvoir, tu vois. Ah, il a pas des goûts de ouf, hein, quand même. Hein. C'est pas non plus genre, waouh. T'as des calligraphies de... Non, t'as des dessins de... T'es bonasse de Beauvoir. C'est bizarre quand même de se lébrant sur de Beauvoir. Juste pour ce qu'il fait, Éric Judor vient d'imiter François Hollande en train de se lébrant sur Simone de Beauvoir. Décédé. C'est hyper bizarre, non? Mais c'est en plus, il doit se branler sur des beaux cadres en or, parce que Simone de Beauvoir, c'est que des beaux trucs, sur des trucs reliés, tout ça. Waouh, il doit le faire hyper gaffe. Tu sais. Ah putain. Non, mais, donc pas Simone de Beauvoir, Cléopâtre, ok. Cléopâtre.
Mais ce serait parce qu'elle est jolie, pas parce qu'elle était genre pharaon. Bah les deux. Oui. Ouais, donc quand même un petit côté. Ça aide. Quoi. J'ai baisé Cléopâtre. Quoi, toi, Judor? Putain, comment t'as fait? Tu as rencontré où? C'était il y a longtemps. À Châtelet. Ouais, mon pote. Il y a Cléopâtre à Châtelet en ce moment. J'ai croisé au KFC. Qu'on m'amène du poulet. Tom, 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 tom. Véridique. Attends, c'est vrai? Ouais. Cléopâtre, c'est pas mal. Cléopâtre, ok. Et sinon, il y a Mae West. Mae West. Non, ouais, Mae West. Ouais. Ancien aussi, mais. Non, je suis c'est ça. Non, c'est ça, ouais. Non, pas, oui, parce que en fait, c'est. Sinon, quitte à tout transgresser, Kennedy. Juste pour la blague, tu ken Kennedy. Ouais. Tu vois, comme ça, il y a une petite. C'est très bien ça. Ken Kennedy. Pourquoi tu me fais l'amour? Parce que c'est drôle quand je le dis après. Juste pour le dire. Putain, t'es à fond dans tes blagues, quoi. C'est pour venger toutes les femmes qu'il a baisées sans foutant. Parce qu'il devait consommer des femmes sans arrêt. Et donc, il y en a plein qu'il a dû jeter et tout ça. Et moi, tac, j'encule Kennedy pour les venger. D'accord, donc tu. Mais j'ai pas tellement envie. Tu ne te fais pas enculer par Kennedy. Ah non! Ah, mais après... si tu baises un mec, je veux dire. Non, mais en fait, c'est pour l'enculer. Oublie, c'est pour te faire enculer, quoi. Je veux dire. En fait, on est en train de déraper. Kennedy, c'est non. Hein. Je le dis, si j'avais une surprise, on a Kennedy, on a son corps, j'y vais pas. Hein. Parce que moi, l'image que j'ai eue, c'est Kennedy couché sur le dos et toi qui le ride comme ça, tu vois. Si je suis honnête et je suis honnête jusqu'au bout, tu ridais Kennedy. Pour moi, tu ridais Kennedy. Je suis désolé. Viens, laisse tomber Kennedy. Small talk, c'est fini. C'est juste pour le jeu de mots et là, ça va trop loin. Je pense que je m'engagerais trop physiquement, mentalement après, ça irait plus parce que ça me correspond pas sexuellement. Donc il y a trop d'erreurs là dans ça. Donc viens, enlève ça de ta tête. Enlève mon ride de côté. Ok, tu vois. On enlève. C'était bien, small talk, c'est fini. On a parlé de plein de trucs, de nazisme, d'engagement. Contre le nazisme. D'engagement contre le nazisme. Tu as été exemplaire sur ce point de vue-là. Exemplaire. Principalement. Exemplaire. Merci. Éric Judor, l'homme qui a dit non. L'homme qui a dit non au nazisme. On a parlé de tennis, on a parlé du fait que tu as échoué, mais que tu as su rebondir en aidant des vieilles personnes. Que je sois jaloux des cheveux de mes enfants. Exactement. Ça aussi. Plein de trucs très bien. Si jamais vous... alors, il y a un truc que vous pouvez faire... D'autres trucs moins bien, toute la partie médicale. Moi, franchement... Je pense qu'on a perdu plein de gens, moi. Sur l'arthrose, sur la syphilis que tu as eue, qui était très douloureuse. J'ai pas eu la syphilis. Bah si, tu l'as eu. Ok, j'ai eu la syphilis. Ok. Et si vous pouvez faire un truc sympa si vous avez bien écouté ce podcast. Vous prenez les informations que Éric Judor a dit sur lui-même et vous les mettez sur Wikipédia de Éric Judor, la page Wikipédia de Éric Judor, et vous mettez comme source ce podcast. Donc vous ne pouvez pas dire non, c'est pas vrai. Si c'est vrai, la preuve c'est lui qui l'a dit. Ok. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Merci Éric Judor. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est à moi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon cet épisode il est fini, va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais, c'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours, ok ? Colmini. Et le pouf. Et le pouf, il a un prénom, c'est Eric. Putain, incroyable l'accueil Combini. C'est fou ça. Le pouf.